Our last panelist is, of course, Bernard Picul, because Bernard Picul always gets the last word. And I think for very good reasons, because after all, without Bernard Picul, we wouldn't be here. The DNDi wouldn't be here. The MSF Access to Essential Medicines campaign wouldn't be here. And my life would have looked dramatically different. So it is with a great deal of admiration and love that I introduce to you Bernard Picul, Executive Director of the DNDi. And I would like to ask Bernard the slightly provocative question: is the DNDi the game changer? Is the DNDi... we've heard a lot about the DNDi model, and several people have mentioned the model should become the template. But what is actually necessary to make that happen? Because I don't think you can do it on your own, not even with the help of MSF. More is necessary. So what I would like to hear from you is, what do you think, what do you see as the essential elements of an enabling environment, so that the lessons that have been learned and the immensely impressive progress and methodologies that you have developed get translated into other areas, but also can be sustained and built upon for the future. So, are you the game changer, or are you actually tinkering in the margin? Bernard. Ok. Merci Hélène pour une question qui est extrêmement simple. Mais je vais commencer par dire que dès la création de DNDi, avec tous ces gens qui sont dans la salle, on a toujours précisé qu'on ne serait pas la solution au problème, que notre ambition était plutôt de démontrer qu'un modèle différent pouvait répondre à ces questions d'absence de recherche et développement. Donc la question qui se pose à nous, bien entendu, aujourd'hui tourne, on va dire, autour de la question de la pérennité. Mais là, je ne parle pas de la pérennité de DNDi, je parle de la pérennité de la réponse à cet enjeu de recherche et développement pour les populations négligées. Et je voudrais répondre à ta question sur la base de 4 éléments ou 4 conditions qui me paraissent importantes pour rendre cette réponse pérenne et beaucoup plus stable dans la durée. Le premier, et ça ne va pas te surprendre, c'est justement l'allusion à laquelle Johan m'a mentionné tout précédemment, c'est qu'il faut s'assurer que le besoin des patients reste au cœur de cette initiative. Et ça, je pense que c'est pas gagné, hein. On a appris beaucoup de l'histoire du sida, je pense que c'est l'histoire la plus démonstrative, mais on doit apprendre cette histoire pour la transformer et la maintenir pour chacune des maladies. Donc le rôle extrêmement important des groupes de patients, de la société civile, de mes amis et collègues de Médecins sans frontières, qui j'espère vont continuer à rester sur ce terrain et réclamer des changements. Je pense que c'est fondamental, et ça rejoint d'ailleurs la conclusion de Philippe Douste de Blazy, puisque pour que la réponse soit politique, il faut que les politiques soient motivés. Et pour être motivés, il faut que leur société leur pose la question. Donc je pense que ça, pour moi, c'est le premier élément qui est nécessaire à la construction d'une réponse pérenne. Le deuxième élément, c'est de transformer finalement les réponses innovantes que l'on a développées avec les gens ici présents ou ceux qui n'ont pas pu venir, c'est-à-dire des modèles innovants qui, comme ça a été mentionné plusieurs fois, qui dissocient économiquement le coût de recherche et développement du coût du produit. C'est un aspect, bien entendu, qui doit faire partie de la base d'une réponse. C'est tout ce qui est open source, tout ce qui est partage de connaissances, avec bien entendu des modèles qui ont été évoqués dans la session sur Discovery ce matin, qui doivent imaginer donc des collaborations
non seulement public-privé, mais entre des partenaires privés, et entre des partenaires privés avec des partenaires publics. Ceci donc dans le stade de la découverte, mais aussi, bien entendu, lorsqu'on arrive au stade du développement, avec un partage très transparent de tous les résultats des données cliniques. Troisième élément qui doit faire partie aussi des principes qui soutiendront ce type de changement, c'est que l'on vise des biens publics, c'est-à-dire que l'on vise des produits qui soient mis à disposition de plus grand nombre au prix les plus abordables. Et bon, je pense que ces trois éléments qui doivent faire partie un peu des principes qui doivent être traduits, à mon avis, dans un... alors, est-ce que ce sera dans un traité ou est-ce que ce sera dans un framework? Je crois que peu importe la terminologie, mais je crois que ça doit être en tout cas traduit dans quelque chose qui est tangible et sur la durée. Le troisième élément, c'est le besoin d'une coordination, et le besoin d'une coordination à deux niveaux, au niveau international, et là je pense que l'Organisation mondiale de la santé a une opportunité de jouer un rôle central dans cette coordination internationale, mais elle doit bien sûr être traduite au niveau national, puisque ce sont les gouvernements qui doivent fixer les priorités de recherche en fonction des besoins de la population et, bien entendu, allouer les ressources nécessaires au développement de ce type de recherche. Donc là, je crois que c'est un aspect extrêmement important, c'est qu'on ne débouchera pas sur un changement, et on l'a bien vu, les plans qui ont réussi autour des cancers, ils sont pas venus par hasard, ils ont été élaborés au fil des ans, sur des décennies, et ont débouché sur des résultats. On doit avoir le même type de stratégie, et là je reprends un terme qui a été évoqué par Elias Zerhouni en début d'après-midi, stratégie si on veut atteindre nos objectifs. Et mon dernier volet, mon dernier élément, il correspond complètement, je pense, au changement de nature de l'organisation des relations internationales. Je pense qu'on ne peut plus raisonner dans le nord-sud. Je crois qu'il faut penser autrement. Un élément fondamental de la réussite de ces projets de recherche et de développement va consister à renforcer les capacités de recherche dans les pays en développement, dans les pays directement touchés par ces maladies. Donc renforcer non seulement les capacités de recherche clinique, mais les capacités de recherche aussi au stade de la découverte, s'assurer que l'on effectue des réels transferts de technologie. Et encore une fois, ces transferts ne se feront pas uniquement dans le sens nord-sud, parce que je pense qu'il y a une voie qui est extrêmement importante à exploiter aujourd'hui, c'est la voie sud-sud, puisque je crois qu'aujourd'hui, pour de très bonnes raisons, il faut que les pays qui aujourd'hui ont à la fois des besoins, des ressources et des capacités de recherche collaborent entre eux et viennent au secours des pays qui sont aujourd'hui les plus en difficulté. Donc c'est un dernier élément qui, bien entendu, doit aussi se traduire sur un volet qui me paraît aussi fondamental, c'est le volet de renforcer les capacités dans le domaine réglementaire. Lorsqu'on parle du pharmaceutique, que ce soit les vaccins, que ce soit les médicaments, on est dans un domaine où l'aspect réglementaire est extrêmement important. Or aujourd'hui, il y a un gap, un fossé énorme entre les grosses capacités réglementaires dans les pays riches et des capacités nettement trop faibles dans les pays touchés par ces maladies. Donc là, ce fossé doit être creusé de manière solide, probablement de manière régionale. On ne peut pas imaginer que la solution soit uniquement au niveau national, mais ceci sera un élément de succès et de pérennité de ce projet. C'est ce que je pouvais dire à ta réponse. Now you know why he always gets the last word
Actually, I want to add one question, if I may, because I was looking through your latest publication, and when I started to work in this field, the pharmaceutical industry would tell us it cost 300 to 500 million to develop a new drug. Every time you blinked, that number doubled, and today that is 1.4 billion. Now, you seem to be able to do it a whole lot cheaper. 30 million if you apply the standard attrition rates, 130 million maximum for a new chemical entity. How do you do that? And how come pharmaceutical companies maintain the position that it is 1.4 billion with a few feel that they have to say, well, maybe we can do it for a bit less. But that number is still out there, and I think it is not helping our case because it feeds those that believe, oh, this can never be done because this is so costly. So I would also like to compliment you, like Philippe Douste-Blazy also mentioned it in his introduction, that your transparency with regard to the cost of your work, I think will help the advocacy work, but I think a lot of people will be left with the question, how come there is such a huge difference between what commercial sector gives as a price tag and you do? Can you just, in 30 seconds, address that one? Oui, sur 10 secondes. Tout d'abord, je vous invite à lire le document que vous avez reçu ce matin, donc, qui est un document sur les 10 ans de DNDi et sur les leçons qu'on a pu apprendre et que je remercie mon équipe d'avoir développé ce document, et on a décidé de rendre les chiffres que nous avions transparents, donc les partager, donc les coûts de développement de produits dans le portefeuille de DNDi. Alors, moi, d'abord, je dois dire, c'est extrêmement important qu'on partage ça, mais il faut aussi qu'on soit modeste parce que notre expérience est encore limitée. Et moi, je voudrais qu'on continue dans ce domaine-là, et notamment que l'on se rassemble avec les autres partenaires qui travaillent dans ce domaine-là pour avoir une accumulation de données qui donne des bases beaucoup plus solides. Hein. Ça, c'est premier élément. Mais je dois dire qu'on a estimé, on va dire, deux types de produits. Un qui est améliorer les traitements à partir de produits existants. Et là, notre estimation est que, comme tu l'as dit, ça doit coûter entre 10 et 40 millions d'euros. Et la deuxième estimation, c'est si on part du stade de la découverte et qu'on développe une nouvelle entité chimique, en tenant compte du fait qu'on va échouer, donc il va y avoir un taux d'attrition, on devrait pouvoir développer dans le domaine de nos pathologies des médicaments entre 100 et 140 millions d'euros. Alors ceci doit être mis dans un contexte particulier, c'est, je répète, le contexte de nos maladies, quand même, qui présente une caractéristique importante, c'est qu'on répond à des besoins pressants. Et ça, je voudrais dire que ça coûte moins cher de répondre à des besoins pressants que d'essayer de développer le Xème antihypertenseur pour apporter un bénéfice supplémentaire. Parce que, notamment au niveau des études cliniques, dans le domaine de la maladie du sommeil, on cherchait d'amener quelque chose de mieux que l'arsobal, l'arsenic. En leishmaniose, on cherche à amener quelque chose de mieux que les sels d'antimoine. Donc la question en termes de développement clinique n'est pas de la même difficulté. Le deuxième élément qui est très difficile à chiffrer dans notre modèle, c'est que chacun de nos partenaires contribue. Alors on a une estimation des contributions financières de nos partenaires, mais elle est tout à fait, c'est sous-estimé. Et ça, ça fait partie de notre modèle, puisque on n'a pas de laboratoire. On ne peut réussir que parce que l'on met des gens ensemble. Donc, bien entendu, chacun de ces partenaires contribue. Et ça, c'est extrêmement difficile à estimer. Mais bien entendu, même si on tient compte de tous ces éléments, on n'arrivera pas au calcul des chiffres que tu as évoqués au début de la présentation. Thank you very much, Bernard. And I think, indeed, that greater transparency with regard to a lot of things, but in particular the cost of R&D, will help to have informed policy debates on that. And I congratulate the DNDi for having set that standards.